Bonjour et bienvenue à Champs Libre. L'émission d'aujourd'hui aborde un sujet auquel vous êtes libre de croire ou non, les phénomènes paranormaux. Peut-on vraiment prouver leur existence? Nous connaissons tous quelqu'un qui a été témoin d'une manifestation ou peut-être vous-même avez-vous vécu un phénomène paranormal. Les nombreuses émissions de télé-réalité abordant le sujet et leur popularité témoignent d'un intérêt grandissant. Lanaudière possède son lot de récits et de sites mystérieux et l'équipe du Bureau d'enquête en phénomènes paranormaux, le BEP, mène plusieurs enquêtes et démystifications dans notre région depuis sa fondation en 2009. L'équipe de Champs Libre s'est rendue en leur compagnie à l'Assomption, dans un endroit témoin d'un passé troublant, un lieu que l'on qualifie d'étrange. Nous nous trouvons au vieux palais de justice de l'Assomption. Je prends part à l'une des scènes les plus surréalistes de toute ma vie. Il est tard dans la nuit. Nous nous trouvons au sous-sol, accroupis dans le noir, et nous fixons des yeux quelques instruments dispersés sur le sol. Il ne se passe rien. Est-ce que vous avez bien compris ce que j'ai dit? À côté de moi se trouvent deux enquêteurs qui se sont fait un nom dans le domaine du paranormal. Ils sont, croyez-le ou non, d'authentiques chasseurs de fantômes. Eux y croient. Ils ont même formé une équipe, laquelle s'agite d'ailleurs aux étages supérieurs, avec des lampes de poche, des caméras infrarouges et des détecteurs de champs électromagnétiques. C'est du sérieux. Les enquêteurs s'adressent aux entités. Est-ce que tu es capable de venir jouer avec les machines qui sont à terre, mon garçon? Nous surveillons les instruments dans l'espoir d'y voir s'allumer leurs signaux lumineux avec une fréquence inhabituelle. Ce soir à l'Assomption, nous tentons de communiquer avec le monde des morts. Quelques heures plus tôt, nous rencontrions pour la première fois les membres du Bureau d'enquête des phénomènes paranormaux, familièrement appelé le BEP. Fait qu'à soir, ça va être comme à tour de rôle. Vous allez partir avec chacun une équipe. Fait que vous allez être 3. Fait que, puis on fait toujours des petites tournées là, à peu près d'une demi-heure. On prend une pause, on laisse la place vide. On prend une petite pause, puis là, vous allez changer d'équipe après ça. Ou vous allez suivre peut-être la même équipe parce que si vous voulez aller partout ce soir, parce qu'on change de place à chaque fois. Les bénévoles, animés d'un sérieux plutôt surprenant et d'un enthousiasme bien palpable, s'affairent à passer une partie de la nuit dans un établissement que d'aucuns considèrent comme la Mecque des chasseurs de fantômes. La petite caméra, c'est trop grand en haut, elle ira pas jusqu'au bon, bureau. Bon, ben, je vais mettre mon illuminateur sur trépied en quelque part d'autre. Parfait. Il faut vraiment illuminer cette pièce-là. C'est bon. OK. C'est fait. C'est bon. Le vieux palais de justice de l'Assomption est un endroit dans la Naudière, puis je dirais même au Québec, les plus reconnus comme étant hantés. Depuis des années, je pense que toutes les équipes en paranormal vont pratiquer là, vont enquêter là, vont former leurs enquêteurs là. Il y a énormément de manifestations. Il y a des objets qui sont lancés au Vieux Palais. Le piano va jouer tout seul. On a déjà été témoin d'ombres noires qui se promènent dans le Vieux Palais. Non, c'est vraiment le sous-sol, c'est juste qu'il est moins creux. Lui, c'est Marc-Antoine Jussaume, l'agent culturel de l'endroit. Le Vieux Palais, c'est pratiquement sa seconde demeure. Il y travaille depuis 1996. Si vraiment il y a des fantômes ici, Marc-Antoine s'avère la personne la mieux placée pour le savoir. Alors, y croit-il? Au début, je n'étais pas le genre à croire à ça, mais je me suis rendu compte qu'il se passait vraiment des choses incroyables ici, là. En 91, on était plusieurs personnes. On fêtait l'anniversaire d'une de mes tantes. Et puis, on a commencé par entendre des sifflements chantants qui provenaient du sous-sol. Donc, on ouvre la porte de la cave et puis là, en s'approchant, on s'est aperçu qu'effectivement, le son provenait du sous-sol de la partie ouest, c'est-à-dire en bas de l'auberge.
Quelques instants plus tard, il y avait deux plateformes de spectacle qui étaient debout à côté sur un mur, puis on a décidé de basculer sur le mur qui était en face. Là, on s'est dit, hey, là, il y a quelque chose qui se passe de vraiment étrange ici. C'est vraiment très lourd, là, des plateformes de spectacle, qu'est-ce qu'on appelle des stages, là. Bâti en 1811, du moins sa partie est, le bâtiment du Vieux Palais de Justice a été, du milieu du 19e siècle jusqu'en 1929, l'hôtel de ville de la municipalité de l'Assomption. À cette époque, on trouve au deuxième étage une cour de comté. Aujourd'hui, on s'en sert pour des réceptions qu'on appelle des soupers-procès. Les membres d'une entreprise peuvent ainsi assister au procès de leurs futurs retraités accusés de désertion, le tout suivi d'un repas de 4 services et de danse. Mais on pourrait peut-être aussi y accueillir les nombreux témoins qui racontent avoir vu ou entendu les fantômes du palais. Tour à tour, les témoins appelés à la barre parleraient des portes qui s'ouvrent tout seuls, des lumières qui s'allument sans qu'on ait activé l'interrupteur, des bruits de pas insolites en provenance de l'escalier ou du grenier. Assez pour convaincre un sceptique? Le témoignage, c'est jamais une preuve. La perception des gens, même s'ils sont très honnêtes, la perception n'a pas été erronée. Si on prend un événement quelconque, par exemple, il s'est passé un crime ou il s'est passé un événement spécial, si on prend un témoignage de 10 personnes, on risque d'avoir 10 témoignages différents. C'est pas une question que des gens sont moins intelligents ou plus intelligents. C'est une question que notre cerveau n'est pas, puis nos yeux, ce n'est pas des systèmes parfaits. Ce n'est pas un système d'enregistrement comme une caméra qui enregistre l'information exactement. Pour s'élever au-dessus de la brume des témoignages, le BEP utilise divers instruments de mesure. En premier lieu, les caméras infrarouges, qui permettront de capturer des heures et des heures de matériel vidéo, lesquels seront d'ailleurs scrutés à la loupe par les enquêteurs. L'équipe utilise également des enregistreurs audio numériques, dans l'espoir de capter des sons insolites. Le chasseur de fantômes version BEP s'arme également d'un détecteur de champs électromagnétiques. Il le fait pour vérifier où se trouvent les courants électriques, mais toute variation inattendue captée par l'appareil pourra être interprétée comme une manifestation fantomatique. Sylvain Lavoie est le fondateur du BEP. J'ai fondé le bureau d'enquête en phénomènes paranormaux, c'était en 2009. J'ai été atteint d'un cancer. J'avais comme une urgence de comprendre un petit peu ce qui se passait de l'autre côté. Pour lui, s'il est certes amusant de vivre à la manière des héros de Ghostbusters, il reste que les personnes qui font appel à ces services, des services gratuits, précisons-le, connaissent parfois des moments difficiles. Ils veulent que les fantômes disparaissent. S'il y a une entité dans la maison, même si je vous la montre sur vidéo, elle reste là quand même, l'entité, et les gens vont continuer à vivre des phénomènes. Sylvain Lavoie décide de faire appel à un médium, une personne capable de communiquer avec l'esprit des personnes défuntes. Alors, on va y aller pour la petite prière de protection pour la soirée. Son choix s'arrête sur Sylvain Bolduc. Une famille terrebonnienne avait fait appel à lui quand, ayant emménagé dans une nouvelle maison, tous les membres de la famille avaient rencontré, de manière inexpliquée, des difficultés respiratoires. Il m'appelle dans la semaine avant le jour de l'an. Sylvain, je viens de déménager. Le monsieur parle, puis il râle. Sa voix râle. J'ai dit, mon Dieu, est-ce que ça va bien? Tu sais? Il dit, ben non, il dit justement, je viens d'aménager ici, puis depuis qu'on a emménagé, fait 4 jours, tout le monde a de la misère à respirer. Tout le monde a de la misère, tout le monde râle comme tu m'entends, là. Je dis, OK. Fait que j'aimerais ça que tu viennes voir. Il dit, mes chats, ils veulent pas monter à l'étage, ils ont peur d'aller à l'étage. Quand je les monte, ils descendent en courant. Bon, mais je sais, beau. Fait que je suis arrivé là-bas. Ça se trouvait à l'étage, j'avais une chambre où il y avait une jeune fille, je te dirais une adolescente de 14 ans, l'esprit d'une adolescente de 14 ans, qui se retrouvait dans cette maison-là depuis, je te dirais, 60, 70 ans. Il me semble que c'était 1922 de mémoire qu'elle me disait. Et cette jeune fille-là était décédée de la grippe espagnole. Et les symptômes, les résidus énergétiques de sa maladie se manifestaient dans la maison, et c'est les habitants de la maison qui écopaient, entre guillemets. Pour Sylvain Bolduc, il ne s'agit pas de capturer l'entité, mais bien d'engager avec elle une conversation, comme s'il s'agissait d'un être humain normal. C'est en expliquant les choses, en discutant,
que l'esprit se rend compte finalement de sa situation. Il y a des gens, là, honnêtement, là, je discute avec des esprits des fois qui ne savent pas qu'ils sont morts. C'est pathétique, mais tu peux leur dire, regarde, passe à travers le mur, tu vas passer. Tu n'as pas besoin de faire le tour par la porte, tu peux passer à travers le mur. C'est toi qui leur apprends ça, c'est spécial. Ce qui est le fun aussi, moi je me vois un peu comme un instrument psychique. Si je dis à un coéquipier, il y a un esprit, il y a 4 chaises ici. La deuxième chaise, il y a un monsieur, il y a un esprit qui est assis là. On peut prendre l'instrument pour valider le détecteur de champ magnétique, puis on se promène de chaise en chaise, il ne passe rien. Ah, c'est drôle, la chaise qui m'a dit qu'il y avait un esprit, là, la lumière elle clignote au maximum. Ce que je ressens, ce que je vois, notre appareil le détecte. Le soir de notre visite, nous cherchons en vain la trace de cet univers parallèle que Sylvain Bolduc prétend apercevoir quelquefois grâce à ses dons de médium. À défaut de revenants, nous trouvons dans le sous-sol, non sans surprise, quelques restes squelettiques. Les os ressemblent à ceux d'un être humain. Pour y voir plus clair, Marc-Antoine Jussaume nous parle du faux grenier au-dessus de l'ancien palais de justice. On a su, entre autres, que cette place-là a servi pour cacher des miliciens qui voulaient éviter la conscription lors de la Première Guerre mondiale 14-18. L'histoire nous dit qu'il y aurait un des miliciens qui serait mort là d'une mort mystérieuse et puis qu'il aurait été enterré dans la terrasse en arrière. D'ailleurs, on aurait retrouvé son squelette au début des années 90, quand il y a eu des fouilles archéologiques. Si je me souviens, c'est en 90. Les archéologues ont emporté le crâne, mais on ne sait pas pourquoi, ils nous ont laissé le reste du squelette dans une chaudière. Pendant 2 ans, on a gardé cette chaudière d'ossements-là. Là, on s'est dit, c'est peut-être à cause de ça que le bâtiment est hanté, parce que les premières manifestations sont survenues en 91. Peut-être, répond Sylvain Lavoie. Mais selon lui, l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a au bas mot 7 entités qui vivent en permanence dans le vieux palais. Et d'ailleurs, il y en a un, c'est triste comme histoire. C'est un enfant qui, au siècle dernier, est décédé dans le sous-sol et avait été mis en quarantaine là. Et malheureusement, ce petit bonhomme-là est toujours là. Sinon, es-tu capable de nous faire un bon bruit fort pour qu'on sache qu'il y a quelqu'un avec nous autres? Quelque chose d'aussi fort que ça, là. Je me souviens très bien, dans le sous-sol, de demander à cet enfant-là d'approcher de nous et d'entendre sur le sable, parce que le sol est en terre battue, et entendre marcher dans le sable des petits pas qui s'emmenaient vers nous. Moi, j'ai mis ma main à l'avant, puis je la voyais même pas tellement qu'il faisait noir. Puis j'ai juste dit, bon, mais tu peux plus nous rendre malades maintenant, tu n'es plus contagieux. Est-ce que tu peux me toucher? Et au moment, j'ai senti vraiment une pression sur mon doigt, et au même moment, une tristesse incroyable de cet enfant-là qui rentrait en même temps. Il n'y a donc aucun doute dans l'esprit de Sylvain Lavoie que les entités surnaturelles du Vieux Palais existent. Le BEP estime avoir produit, par rapport aux manifestations, quelques documents vidéo et audio qui attestent, selon leurs critères, de la réalité objective du phénomène. Mais attention, prévient Sylvain Lavoie, ces documents ne sont pas à considérer comme des preuves scientifiques. Le but de notre équipe n'est pas d'apporter la preuve irréfutable de l'existence des phénomènes. C'est d'aider les gens qui les vivent. Eux, ils savent que ça existe. Nous, on sait que ça existe. Faire ça dans la vie, c'est pas juste comme on voit à la télévision, de rentrer à quelque part, prendre des photos, faire des petits bouts de film, puis regarder ça, puis se faire « bravo, on a capté quelque chose ». Il y a un travail de psychologie qui se fait en arrière. Les gens, si on ne voit pas ça à la télé, mais les gens, quand ils communiquent avec nous, souvent sont en crise, ils pleurent, ils nous appellent la nuit. Mais si le BEP surveille les maisons hantées dans le seul but de les libérer des âmes qui refusent de quitter le monde terrestre, pourquoi alors s'encombrer de tout ce matériel technique, comme les caméras vidéo et autres détecteurs? Contradiction? Souvent, ça va réconforter notre client, parce que quand un client nous appelle, je vous le dis, là, 95 du temps, là, la première phrase qu'on va se dire au téléphone, le client va me dire « Vous allez penser que je suis fou, que je suis folle. »
C'est sa première phrase. Puis ce qui est agréable aussi avec nos instruments, si dans les frais apportés par le client, nous autres chez nous, on vit ça, ça, ça. Si on dit dans la porte de la chambre principale, la chambre des maîtres, ça frappe toujours à la porte. Et nous, on va enquêter. Puis étrangement, ça arrive 2 fois dans la soirée que quelqu'un, une main invisible, frappe dans la porte de la chambre des maîtres. Bien, on peut confirmer ou valider ce qu'eux ont déjà vécu antérieurement. Je compare souvent ça à un gay qui fait un coming out. Ça lui prend des années avant de faire son coming out, le gay, parce qu'il a peur du jugement de tout le monde autour de lui. C'est à peu près la même chose dans le monde paranormal. Vous vivez des phénomènes à la maison, vous êtes la seule personne qui y vit, vous n'osez pas en parler, rien. Vous êtes insécure là-dedans. À un moment donné, vous vous rendez compte, vous pouvez en parler avec certains membres de la famille qui sont ouverts. Ça se peut que votre conjointe ne le soit pas. Vous arrêtez d'en parler. Quand on arrive avec ça, la personne souvent dit « Regarde, je te l'avais dit que je voyais ça ou que j'entendais ça. » Pour convaincre le client qu'il n'est pas fou, il faut donc produire des documents convaincants. Mais qu'y a-t-il de plus convaincant qu'une preuve scientifique? Celui qui fait appel au service du BEP n'aurait-il pas raison de réclamer, pour se convaincre de sa non-folie, des preuves scientifiques? Je ne veux pas dire que je ne veux pas produire de preuves. Je vous en produis des preuves. Est-ce que c'est une preuve irréfutable que ça existe? C'est là que je mets un bémol. Non, parce que vous allez toujours pouvoir arriver avec un argument contre ce que je viens de vous dire, puis vous allez avoir... Il pourrait être possible, votre argument. On a une vidéo d'un cadre qui est appuyé sur un bureau, qui est couché sur un bureau et qui bouge de lui-même à 3 reprises. C'est sûr que si vous êtes sceptique et que vous regardez cette vidéo-là, le premier réflexe que vous allez avoir, c'est de me dire, bien, il pouvait y avoir quelqu'un caché en arrière du bureau qui poussait sur le cadre. Est-ce bien là ce que dirait un sceptique? Pour le savoir, je rencontre Danny Plouffe, physicien et porte-parole de l'Association des sceptiques du Québec. Ce qu'on peut voir de ça, c'est qu'un cadre bouge, tout simplement. Donc, à partir de ça, on ne peut rien conclure d'autre que ça. Danny Plouffe ne doute pas de la bonne foi de l'équipe du BEP. Il ne voit pas dans cette vidéo un trucage ou une mise en scène. Cependant, il met en doute l'hypothèse avancée par le BEP pour expliquer le phénomène qui semble s'y produire, c'est-à-dire l'hypothèse du fantôme. Est-ce qu'ils voyaient tout le tour du cadre? Est-ce qu'ils ont mesuré les forces qui étaient appliquées sur le cadre pour savoir, par exemple, on sait que la force était appliquée à tel endroit, ce qui fait en sorte qu'on pourrait déduire qu'il n'y avait rien qui poussait par là, donc ça devrait être paranormal. Mais c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils n'ont pas vu qu'est-ce qui pourrait causer le mouvement. Ils ont été incapables de détecter c'était quoi la source, donc la force qui est appliquée, parce qu'en physique, c'est ça, quand un objet bouge, c'est parce qu'il y a une force qui est appliquée. Parce qu'ils ne sont pas capables de détecter d'où provient la force, ils attribuent ça à un fantôme. Si on approche de façon sceptique, puis qu'on va être honnête intellectuellement, c'est que si on ne trouve pas d'explication, bien, on peut juste dire c'est inexpliqué. On arrive, on a regardé toutes les explications qu'on peut penser, puis on dit c'est inexpliqué. Si on dit que parce qu'on n'a pas trouvé une explication, dans ce cas-là, c'est sûrement une vie de l'au-delà, ça veut dire qu'on fait ce qu'on appelle une preuve par ignorance. C'est-à-dire, par exemple, que j'ai 4 explications en tête, j'élimine 3 d'entre elles et je garde la 4e. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'il n'existe pas une 5e quelque part? Mais alors, rétorqueront sans doute ceux qui adhèrent à la théorie des fantômes, quelle est votre théorie à vous, M. Plouffe? Je ne veux pas non plus donner une explication, dire que c'est ça. Parce que ce que je fais dans ce cas-là, c'est que avec peu d'informations, je vais apporter une conclusion. Puis c'est exactement ce qui est critiqué dans ces cas-là. Une autre vidéo produite par le BEP montre une lampe de poche qui s'allume et s'éteint, comme si elle répondait aux demandes formulées par l'un des membres de l'équipe. Juste toucher et puis elle va pouvoir s'allumer. Ok, vous pouvez l'éteindre maintenant. Je vous demande une deuxième fois. Si vous pouvez la rallumer, s'il vous plaît. J'ai pas la prétention d'avoir une explication. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est est-ce que c'est convaincant? Est-ce que ça amène une preuve quelconque? Puis à mon avis, non, parce que, premièrement, on voit que c'est cyclique. Donc, elle s'allume, elle s'éteint, elle s'allume, s'éteint. Puis ça arrange pour poser leurs questions de façon aussi cyclique. Donc, si c'est au hasard, ça s'allume à toutes les 10 secondes, par exemple, ça s'éteint à toutes les 10 secondes, bien, ils vont avoir l'impression qu'ils ont des réponses. Est-ce qu'ils ont essayé, par exemple, de dire « allumez-le plus maintenant ». Là, ça aurait été au moins un peu plus... ou se mettre à flasher, tu sais, dire « flash maintenant ». Flash 6 fois. Oui, c'est ça, rapidement. C'est des connexions à l'intérieur. Puis si les connexions sont très, très proches, des fois, il manque juste une vibration pour qu'ils puissent se toucher.
Ça, c'est une hypothèse. Puis je dis pas que c'est nécessairement ça. C'est peut-être carrément, mon hypothèse est possiblement invalide, mais ça ne change pas qu'il pourrait y avoir un phénomène comme ça qu'on n'a pas pensé. En science, nous mettons en doute constamment, systématiquement, l'hypothèse élaborée pour expliquer le phénomène. Dans le jargon philosophique, l'homme de science veut falsifier, c'est-à-dire réfuter son hypothèse, et de différentes façons. S'il n'y arrive pas, alors il déclarera son hypothèse valide et le reste de la communauté scientifique pourra en juger en reproduisant l'expérience. D'autres documents produits par le BEP peuvent apparaître plus convaincants. Ce sont les fameux PVE, phénomènes de voix électronique. Quand, postérieurement à la visite du lieu hanté, les enquêteurs écoutent le matériel audio capté par les enregistreurs, il arrive qu'ils entendent des sons inexpliqués. Dans ce cas-ci, un fantôme se serait même glissé dans une conversation. Tu descends de Saguenay? Ouais, je vais à l'école là-bas. Ah, ben voyons donc, man, tu veux? C'est bien cool. Ouais, j'entends relâche, là, entendre. En théorie, moi, je viens de Tête-Sainte-Mère. OK, OK. Le problème ici, c'est que est-ce qu'on entend vraiment clairement de Québec? Si on entend le mot à l'avance, c'est sûr qu'on risque d'entendre de Québec. Sauf que c'est que notre cerveau est fait pour détecter des mots. Moi, ce que j'ai essayé de faire pour voir si c'est vraiment on entend clairement Québec, j'ai demandé à des amis d'identifier c'était quoi. J'ai extrait sans montrer. C'est pour contrôler, pour savoir si c'est vraiment Québec qui est dit. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut extraire le son sans mettre de mots, sans dire à la personne c'est quoi à l'avance. Fait que moi, j'ai demandé à des amis de m'identifier c'était quoi. Il y a une ou deux personnes qui ont dit de Québec, ou au Québec, mais c'est même pas exactement la même chose, mais ils disaient au Québec. Mais la plupart des gens ont dit, par exemple, boîte à pain, macabé, musique à pain, décapé, t'es capable, t'es pas capable. Donc, les gens entendaient toutes sortes de choses. Quand on marche à côté de la caméra, elle shake parce que le plancher, il vibre un peu. Manifestement, les documents avancés par le BEP ne permettent pas de valider l'hypothèse du fantôme, et le BEP n'a d'ailleurs pas cette prétention. Pourtant, le bureau d'enquête fondé par Sylvain Lavoie procède lui aussi, quoique de manière plus relâchée, d'après la démarche scientifique. Avant de crier au fantôme, le BEP s'efforce toujours d'éliminer les autres hypothèses qui pourraient expliquer de manière plus prosaïque les phénomènes à l'étude. Si vous me dites que cette porte-là, elle rouvre toute seule, bien, je vais essayer de la faire ouvrir toute seule, la porte. Je vais peser en avant, en arrière, je vais créer des courants d'air, je vais courir en avant, je vais essayer de la faire bouger d'elle-même, la porte. Si moi, je ne suis pas capable de la faire bouger volontairement, bien là, on va dire, OK, si jamais elle bouge, ça se peut que ça soit paranormal, là. Il n'y a aucune raison logique en ce moment ou physique qui fait qu'elle peut s'ouvrir seule. Toute enquête du BEP sera précédée d'une pré-enquête, laquelle est conçue comme un processus de démystification. Dans un premier temps, notre travail est aussi de la démystification. On va faire une pré-enquête. Il y a un enquêteur qui va communiquer avec la personne qui nous a écrit, qui va faire la pré-enquête, qui va y poser plein de questions à cette personne-là sur les phénomènes qu'elle vit, qui occupe la maison. On va même toucher s'il y a prise de médicaments chez nos clients, de drogue, d'alcool, tous ces problèmes-là qu'on peut rencontrer, on veut savoir si leur jugement ou leur perception est atténuée par quelque chose aussi. La relation d'aide aux personnes aux prises avec des phénomènes étranges, considérés comme la raison d'être fondamentale du BEP, n'aboutit pas toujours à une purification énergétique et à une libération des âmes errantes. Il s'agit parfois de bien faire comprendre aux gens qu'il n'y en a pas de fantôme. Il ne s'attend pas à ce qu'on trouve absolument un fantôme. Il est content qu'on lui dise, bien, c'est parce qu'à chaque fois que le train passe, à 1 km d'ici, il y a une vibration, les verres font ça dans l'armoire, de temps en temps, il y en a un qui fêle ou qui casse. C'est pas un fantôme, c'est ton train qui fait ça. Fait qu'à cette heure, toutes les fois que les verres vont casser, c'est le train. À leur façon, les enquêteurs du BEP sont eux aussi des sceptiques. De ce point de vue d'ailleurs, une collaboration entre les sceptiques et le BEP, même si elle est illusoire, n'est pas une absurdité. Danny Plouffe se permet d'ailleurs de faire quelques suggestions à Sylvain Lavoie pour ses prochaines enquêtes. On pourrait avoir un instrument qui regarde ce qu'on appelle le spectre de l'onde électromagnétique, c'est-à-dire en fonction des fréquences. Par exemple, le son, on entend des sons graves, aigus, donc on pourrait les séparer. On pourrait séparer genre la partie du son qui est aiguë, qui est moyennement aiguë, donc on peut séparer les sons en différentes fréquences. On peut faire la même chose avec les ondes électromagnétiques. Puis ce genre de choses-là, ils ne le font pas. On a des instruments pour le faire, mais ils ne le font pas. Si vraiment il y avait des fantômes, bien, on pourrait peut-être voir des patterns particuliers dans ces spectres-là, on appelle.
Par exemple, notre système électrique fonctionne à 60 Hz. C'est-à-dire que le système électrique oscille 60 fois à la seconde, le courant à l'intérieur. Fait que le courant oscille. Fait qu'on pourrait voir une onde électromagnétique à 60 Hz si ça provient du système électrique. Fait que si à chaque fois qu'il mesurait un rayonnement électromagnétique, c'est toujours du rayonnement électrique à 60 Hz, bien, ça viendrait nécessairement du système électrique, à moins qu'on mette l'hypothèse que les fantômes aiment simuler le système électrique, mais ça devient un non-sens parce que ça veut dire qu'on ne peut jamais infirmer notre hypothèse, on ne peut jamais l'invalider. Tout indique que le BEP poursuivra ses enquêtes à sa façon, sans tenir compte des recommandations formulées par M. Plouffe. Le BEP, rappelons-le, veut simplement aider les gens, et il fait souvent affaire avec des personnes concernées par leur santé mentale. Ici, d'ailleurs, le débat se prolonge dans le domaine de l'éthique. Si d'un côté, les enquêteurs du BEP affirment aider des personnes qui se trouvent dans un état de détresse psychologique, Danny Plouffe pense, à titre personnel cette fois, qu'il vaut mieux aider les gens sans encourager des croyances qui ne sont pas fondées scientifiquement. Je ne peux pas aller dans la tête des gens puis les restreindre sur qu'est-ce qu'ils vont croire, qu'est-ce qu'ils vont penser. Moi, c'est sûr que je vais encourager à avoir un esprit critique parce que moi, à mon avis, on peut faire les meilleurs choix dans la vie lorsqu'on a un maximum d'informations vraies. Cela ne fait pas sens pour Sylvain Bolduc puisque l'entreprise du BEP est avant tout une entreprise qui relève du domaine spirituel. J'entends souvent la question, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pour moi, c'est une épreuve parmi tant d'autres. C'est une épreuve qui relève peut-être plus du monde spirituel, mais c'est une épreuve qui va vous emmener ailleurs. Tant et aussi longtemps que le BEP se refusera à suivre les prescriptions du genre de celles formulées par les sceptiques du Québec, le vieux palais de justice de l'Assomption pourra continuer d'entretenir, en complément de son cachet historique, sa dimension de mystère et d'occulte. Il y a d'ailleurs une épreuve que tous les sceptiques devront passer pour bien montrer qu'ils sont de marbre devant la théorie des fantômes, à savoir passer une nuit à l'auberge du Vieux Palais, seul, et ce, dans la fameuse chambre 7. Les manifestations, ça peut attirer du monde, mais ça peut en faire fuir. Je pense à certains résidents dans l'auberge qui ont quitté assez vite la place à cause qu'il y avait des drôles de manifestations dans leur chambre. Je pense entre autres à la célèbre chambre 7, c'est où il y a déjà eu des soirées de spiritisme. Pour tout connaître sur le vieux palais de justice de l'Assomption ou si l'envie vous prend d'y passer un court séjour à vos risques, consultez leur site Web. Pour assister à une conférence, pour participer à une enquête ou pour obtenir les services du Bureau d'enquête en phénomènes paranormaux, le BEP, consultez également leur site Web. Voilà, c'est ce qui met fin à l'émission cette semaine. Pour toute question ou commentaire, n'hésitez pas à nous écrire. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de Champs libres. On se retrouve la semaine prochaine.